Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui j'accueille Aubry Miss Paulet. Une personne aux multiples activités. Et pourtant, ce jeune homme partait pour une vie d'entreprise toute tracée, avant d'oser dire non à un CDI. S'ouvrir à l'inconnu, savoir s'écouter et repartir à zéro. Comment faire un travail d'introspection? Aubry nous donne tous ses conseils, les clés pour s'aligner à sa mission de vie, rien que ça. Aubry nous partage son expérience avec une véritable honnêteté, comment un drame l'a d'ailleurs à l'adolescence bloqué dans ses émotions. Et comment aujourd'hui la vulnérabilité est une clé de bien-être. J'ai adoré faire cette interview, j'espère que vous apprécierez tout autant que moi notre conversation. Salut Aubry. Salut Nico. Comment vas-tu aujourd'hui ? Parfaitement bien, et toi ? Et moi ça va super bien, d'autant plus de t'avoir aujourd'hui avec moi pour cette interview. Je ne te cache pas que j'ai énormément de sujets que j'ai envie de voir avec toi, parce que ton livre Déchaînez-vous, qui est sorti aux éditions Erol, ceux qui veulent voir la couve sur YouTube, elle est là. Franchement, déjà c'est ultra complet et on pourrait, je pense, passer 4 heures à parler des différents thèmes. Donc oui, bon, on va peut-être pas passer 4 heures, on va voir un petit peu déjà qui tu es et comment en fait on va parler de mission de vie, d'alignement, parce que c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ton livre Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie. Moi, il y a 2 mots qui me parlent, c'est aligner et mission de vie. Je sais à quel point ça peut permettre justement de s'ancrer dans sa propre réalité à soi et ne pas copier les autres, bref, et briller dans son unicité qui est l'essence de ce podcast. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter qui tu es, à cette question, à quoi tu répondrais? Je vais répondre justement avec ma mission de vie. Je pense que c'est le plus simple. Moi, la mission que je me suis fixée depuis maintenant quelques années, c'est de créer un monde de douceur et d'amour en ouvrant mon cœur et en aidant les autres à ouvrir le leur. Et donc ça, je le fais à travers plusieurs activités. Je fais des formations en prise de parole en public, principalement en entreprise. Je fais des conférences autour du livre que j'ai écrit, Déchaînez-vous, et je suis aussi comédien. Ah, ok, c'est assez multiple, et je sais que quand je t'ai proposé cette interview, je t'avais dit dans mon mail, mais ne serais-tu pas un zèbre, voire un multipotentiel à essayer tant de choses? Et je sais pas si ça t'avait parlé d'ailleurs, ça. Ouais, ça m'avait parlé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une vraie unicité dans toutes mes expériences, parce que le côté ouvrir son cœur, aider les autres à ouvrir le leur, en fait je trouve que c'est vraiment le fil conducteur dans toutes nos expériences, parce que tu vois, la prise de parole en public pour moi c'est comment j'aide les gens à créer des discours qui soient authentiques, qui soient personnels, donc vraiment qui viennent du cœur. Quand je parle autour de mon livre, on est vraiment dans ça, comment on s'aligne avec qui on est profondément, et quand on est comédien, quand on joue sur scène, et par définition, le comédien, c'est celui qui doit être vulnérable en public, qui joue avec son cœur, qui joue avec ses émotions. Donc, pour moi, l'aspect cœur, ouverture du cœur, c'est vraiment le fil conducteur de toutes mes expériences de ma vie ces dernières années. Mais avant de justement avant de parler de mission de vie et ce que tu fais aujourd'hui et toute ton ouverture, parce que tu parles beaucoup justement du cœur, de voir comment t'es arrivé là. T'as tout le temps été comme ça? Quand t'étais enfant, quand t'étais ado, t'étais quel genre de petit garçon ou d'ado? C'est vrai. Et non, j'ai pas tout le temps été comme ça. Déjà, je pense que j'ai eu peut-être pour te répondre après, surtout, je pense que j'ai eu un parcours assez classique du côté du système un peu élitiste français. C'est-à-dire que j'étais un bon élève. J'étais un bon élève au collège, un bon élève au lycée. Et j'ai suivi une voie assez balisée, assez tracée. Ce qui fait que, vu que j'étais un bon élève au lycée, j'ai fait une classe préparatoire. Puis j'ai fait une bonne école de commerce. Et je me suis retrouvé à faire un stage de fin d'études dans un cabinet de conseil en stratégie. Où là j'ai été très malheureux et là ça a été la première bascule dans ma vie, quoi. C'était pour toi ça venait de tes parents, tout ça? Il y avait quelque chose de rentrer dans une case qui semblait être la voie royale de la réussite? C'était comme ça qu'il fallait faire, comme une obligation dans ta famille, ou pas du tout? Ou c'est toi qui t'es
imposé ce chemin-là à l'époque? Non, je pense que ça venait complètement de ma famille et de mon milieu. C'est que j'ai grandi dans un milieu où mon père est dans le monde de l'entreprise, avait bien réussi en tant que dirigeant d'entreprise. J'étais dans un bon lycée, puis j'ai fait une bonne classe préparatoire, une école de commerce. Et en fait, tous les gens que j'ai fréquentés pendant, on va dire, 25 ans, venaient du monde de l'entreprise, venaient du monde économique. Et donc, réussir dans mon monde, c'était être dirigeant d'entreprise, faire de la finance, faire du marketing. Tu vois, moi, chez moi, quand j'étais plus jeune, il y avait Challenge, Les Échos, enfin, il y avait que de la presse économique, en fait. Ouais. Donc, alors que pourtant, j'ai toujours eu une sensibilité artistique, que en fait j'ai pas poussé du tout quand j'étais jeune, tu vois. Par exemple en terminale, ma matière préférée c'était la philosophie. J'ai toujours, pour le coup, quand même ce que mes parents m'ont légué entre guillemets, c'est qu'on a toujours beaucoup lu dans la famille, donc j'ai toujours beaucoup lu, et ça a été en fait un peu ce qui m'a relié avec un monde, le monde si tu veux plus d'aujourd'hui, le monde plus intuitif, le monde plus du cœur. Mais sinon j'ai toujours évolué quand j'étais jeune dans un milieu très rationnel, le milieu du monde de l'entreprise, où c'est très balisé, et puis ça correspond à une certaine réalité française aussi, quoi, de la réussite du monde de l'entreprise. C'est intéressant, c'est hyper intéressant parce qu'on voit à quel point notre environnement de départ nous amène sur des chemins qui ne sont des fois pas les bons, et c'est vrai qu'on peut passer 40 ans dans un métier qui ne nous convient pas parce qu'on est un peu façonné dans ce milieu duquel on vient, et on peut aussi avoir des déclics et du coup changer de vie, changer de façon de faire. Toi ça a été ton cas, et quel a été ce déclic à un moment donné qui a fait que tu t'es dit non en fait ça me va pas? Alors la première bascule que j'ai opérée, parce qu'il y en a quand même eu plusieurs depuis, j'ai l'impression qu'en fait plus j'écoute mon cœur, plus ce que je veux faire s'affine. Mais la première vraie bascule qui a eu lieu, c'était il y a 6 ans, dans ce cabinet de conseil dont je te parlais en fin d'études, où en fait au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé très très malheureux, très triste. J'étais exténué physiquement parce que je finissais souvent au milieu de la nuit, parce que je travaillais beaucoup, et surtout j'étais exténué mentalement, parce que je faisais un travail dans lequel je trouvais pas de sens, qui me correspondait pas. Je perdais peu à peu confiance en moi, je ressentais beaucoup de pression autour de moi, et vraiment je me souviens que c'est une période où forcément mon corps commençait à lâcher. Ça m'a mis une vraie claque, et il y a un matin, je me souviens, où j'avais tout simplement pas pu retourner dans les locaux de mon entreprise, parce que je me suis dit ok, si je refais une journée de plus dans ces conditions, mon corps va lâcher. Donc j'ai été arrêté 1 semaine, et après on m'a fait une offre de CDI dans ce cabinet que j'ai refusé. T'as refusé le Graal? J'ai refusé le Graal, mais c'est vrai que j'ai refusé ce qui me semblait il y a quelques mois /année le Graal, mais oui, on met des guillemets, bien sûr. Voilà, sur le moment, en fait, j'étais tellement malheureux que juste ça a été une libération, quoi. Le jour où j'ai dit non au CDI, le jour où même j'ai pris mon premier jour, j'avais été arrêté 1 semaine, où j'ai pris mon premier jour de repos, et en fait où je suis un peu sorti de ça a été une libération, parce que maintenant ça me semble un autre monde, et je suis complètement sorti de ça, mais sur le moment j'avais aucun recul, c'est-à-dire que j'étais dans une sorte de lessiveuse, vraiment comme un, tu sais, on parle de rat race, quoi. Je me sentais vraiment comme un hamster dans ma cage, et comment dire, en fait j'avais aucun recul à ce moment-là, j'étais complètement enfermé dans ça. Puis si on reprend vraiment cette métaphore de l'hamster dans sa cage ou dans sa roue, c'est qu'à un moment donné tu cours, mais tu cours vers quoi? Tu sais pas, puisque tu cours dans une roue qui tourne mais qui ne va nulle part finalement. Ça va nulle part, ça va juste que je dormais pas assez, j'étais de plus en plus fatigué, j'avais plein de choses dans mon corps, si tu veux, qui lâchaient peu à peu. Enfin, c'est-à-dire que je commençais à avoir des boutons, mais tu vois, genre je me rappelle, j'avais une espèce de boutons, mais comme une espèce de corne, enfin, je sais pas, j'étais en train de muter, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. Je me rappelle que je commençais à avoir des démangeaisons sur le crâne, j'avais des douleurs dans le dos, enfin, vraiment, mon corps me disait que fais-tu? Mais c'est impressionnant à quel point le corps donne les messages qu'on a besoin d'entendre. Après, est-ce qu'on est prêt à les écouter ou pas? En tout cas, toi, t'avais des messages qui semblaient assez efficaces. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? T'as annulé, enfin, t'as pas pris ce CDI, mais tu dis,
C'est bien beau d'annuler le CDI, mais enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie au final? Exactement. Qu'est-ce qui t'animait en fait? T'avais des rêves à ce moment-là? En fait, je crois qu'à ce moment-là, j'ai atteint un tel état de mal-être et je me suis senti tellement éloigné de mon être et de mon essence que je suis revenu sur quelque chose de très basique. Je me suis vraiment dit, ok, en fait, qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie? C'était ma question de base. Et je me suis dit, bon, je me rends compte que j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, j'aime bien négocier. Je suis parti de là en me disant, à chaque fois que je suis en vacances avec des amis à droite à gauche, c'est toujours moi qui vais négocier et je prends un vrai plaisir à ça. Et donc, en fait, naturellement, je me suis tourné vers des métiers commerciaux. Et c'est comme ça que j'ai commencé pendant 3 ans. Après, j'ai été responsable de l'équipe Business Développement France chez Mano Mano, donc une équipe commerciale. Et voilà, peu à peu, après, je me suis redirigé et j'ai affiné mon projet. Mais au tout début, en fait, j'avais pas encore travaillé vraiment sur moi. Je voyais une sophrologue en prépa quand j'étais stressé, mais j'avais pas commencé à voir ni psychologue, ni hypnothérapeute. J'avais pas fait de travail psychologique sur moi. Je m'étais peu posé de questions sur moi. Donc en fait, je savais pas du tout où je voulais aller et je suis vraiment revenu à la base. Et pour la première fois de ma vie, je me suis un peu reconnecté à mon intuition en me disant, ok, en fait, dans quoi je suis bon, quoi. J'ai essayé de revenir sur mes forces, est-ce que j'aimais. Et à ce moment-là, il n'y avait pas plus de réflexion. Ça, c'est pareil, c'est assez intéressant dans le sens qu'on oublie souvent qu'on a des forces qui sont naturelles, qui sont là, qui sont innées. Et des fois, à trop vouloir aller combler les faiblesses, on oublie que si on appuyait sur nos forces, on y arriverait peut-être plus facilement sur ce qui nous fait vibrer naturellement. Toi, c'était quoi tes forces? Je pense que vraiment, c'était ma capacité d'être bon en négociation, le fait voilà, en fait, je sais pas si on peut dire d'aimer les gens, mais d'aimer communiquer, d'aimer rentrer en contact, d'être empathique, d'être à l'écoute. Et donc naturellement, c'est des qualités qu'il y a dans le monde de quelqu'un qui est commercial. Donc ça me semblait assez. En tout cas, c'était le métier qui me semblait légitime de faire à ce moment-là, quoi. Jusqu'au moment où tu as arrêté ça pour te lancer, qu'est-ce que tu as commencé en premier? C'était le côté comédien, le côté... le livre est arrivé bien plus tard, j'imagine, parce que quand on voit tout ce que tu donnes dans le livre, il y a certainement eu un travail de personnel qui a été fait, parce que sinon tu n'aurais jamais pu l'écrire. C'est quoi qui a été le début peut-être de l'introspection une fois que tu avais repris de zéro? Ouais, ce qui est arrivé en premier, c'était la prise de parole en public, qui est en filigrane dans ma vie depuis des années. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon premier concours d'éloquence quand j'étais en première. Et ça a été une expérience qui était incroyable. C'était la première fois que j'étais sur scène et que je défendais des convictions devant un public. Mais je me rappelle qu'en même temps, j'étais terrorisé. Donc, c'est-à-dire que l'année d'après, ma prof de français, parce que c'était un concours qui était ouvert au premier et au terminal, m'avait dit, refais-le. Il y a de fortes chances que tu sois en finale. Là, j'avais été en demi-finale. Et la finale, c'était au théâtre Montancy à Versailles, qui est un très beau théâtre. C'était devant tous les parents d'élèves. En fait, à la fois le rêve, mais là, j'ai paniqué complètement. Donc, je l'ai pas refait. Prépa, j'ai travaillé. École de commerce, il y avait des concours du même genre, j'ai pas refait. Et je pense que c'est en 2016 ou 2017 que j'ai vu le film Le Brio, sur justement la prise de parole en public, avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. Super film d'ailleurs. Très bon film. Et j'en ai parlé avec ma compagne de l'époque qui m'a dit mais c'est bête, je sais pas, inscris-toi à des cours. Et j'ai commencé une école d'art oratoire à Paris pendant 2 ans, en parallèle de mon travail de commercial. T'avais quel âge? Et j'avais quel âge? Je trouve que cette école, j'ai dû la commencer en 2017-2018, donc c'était il y a 4-5 ans, je devais avoir 25-26 ans. Ok. Et en fait, sur le moment, je prenais juste du plaisir à être sur scène, à défendre des idéaux, j'adorais. Et naturellement, en fait, j'ai commencé après à vouloir transmettre. Et donc, j'ai commencé à former les salariés en prise de parole en public dans mon entreprise. Après, j'ai commencé à avoir des demandes autour de moi. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas vivre de cette passion? Et ce que je fais maintenant depuis quasiment 4 ans, puisque c'est quand même mon activité principale, d'être formateur en prise de parole en public. Et après, il y a eu tout un travail à côté. J'ai découvert
plusieurs outils de développement personnel, que ce soit la méditation, la communication. Comment tu t'es retrouvé à retrouver ces outils-là ? T'as été les chercher, t'as rencontré une personne qui t'a parlé de quelque chose, et on va dire que c'est de fil en aiguille que t'as essayé ça. C'est quoi que t'as essayé d'ailleurs concrètement ? Tu vois, pour quelqu'un par exemple qui, tu vois, il t'écoute, il voit que lui aussi, il est peut-être arrivé au niveau 0, il a vu que dans sa vie ça n'allait pas, il reprend tout à 0, et puis là il sait pas justement vers qui aller, comment faire. Toi, tu as commencé par quoi, et peut-être qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un comme ça ? En fait, je peux pas conseiller une discipline en particulier parce que je pense que c'est très personnel. En fait, faut être à l'écoute des personnes autour de nous. Peut-être qu'on a un ami qui nous parle soit de communication non violente, soit de méditation, soit de yoga, soit d'un thérapeute depuis plusieurs mois. Et quand on l'écoute parler de ça, on sent que ça résonne en nous. Et dans ce cas-là, pourquoi pas essayer ? Et moi, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Déjà, naturellement, je pense que ça, en revanche, je le conseille à tout le monde d'entamer un travail thérapeutique sur soi, un travail d'introspection, et je pense que c'est bien d'être accompagné. Moi, j'ai vu une psychologue pendant plus de 3 ans. Là, maintenant, aussi un peu des hypnothérapeutes. Maintenant, je vais plus voir des thérapeutes plutôt énergéticiens, kinésiologues. J'ai l'impression que j'ai moins besoin de parler et plus de débloquer les choses dans mon corps. Et après... Moi, comment ça s'est fait ? En 2019, j'ai fait un stage de communication non violente avec Thomas Dansembourg en Belgique. Ça a été 1 semaine et ça a été une expérience assez intense parce que pour une des premières fois de ma vie, j'ai pris conscience que j'avais des émotions, que j'avais des besoins, que je pouvais les nourrir ou pas. Et ça a été vraiment 1 semaine très introspective. Et là, ça m'a ouvert un nouveau monde. Et après, j'ai découvert la méditation, j'ai fait des retraites et j'ai découvert d'autres outils. T'étais une personne qui n'écoutait pas ses émotions, qui justement avait une problématique à écouter son corps, à écouter ce qu'il ressentait ? Ouais, totalement. Je le suis encore, mais beaucoup moins. Mais j'avais tendance à être énormément dans mon mental. Et à être beaucoup dans mon mental, à pas du tout écouter mon cœur, mon intuition. Alors que pourtant, depuis que je suis tout petit, j'ai une intuition qui est très développée. Je suis très sensible, mais c'est un peu comme si j'avais mis un couvercle sur ça et que c'était le règne de la rationalité, que tous mes choix, ils devaient être calculés avec 10 coups d'avance. Tu vois, c'est vraiment ce que t'entends quand t'as des amis qui vont te dire « Ok, moi je fais 3 ans de ça parce que je veux faire ça ». Enfin, en fait, on n'est pas du tout sur l'action désintéressée, sur l'instant présent, sur la fluidité. On est toujours sur un calcul. Et j'étais beaucoup dans ça, dans le calcul, le contrôle, parce que en fait, j'avais beaucoup de peur. J'ai encore énormément de peur, mais j'avais beaucoup de peur qui m'empêchait de me mettre en action vers ce que je voulais profondément. Et pour répondre à ta question, j'écoutais pas mes émotions, en effet. Je n'écoutais pas mes émotions, et ça a été un peu une révolution de prendre conscience de toute la palette des émotions qu'on a, d'être capable de mettre des mots sur des situations que je vivais avec des gens, de se dire ok, je me sens comment, là je suis en colère parce que en fait tel besoin n'est pas nourri, là quand je fais ça, ça me met en joie parce que tel besoin est nourri. Et au début, en fait, forcément la communication non violente, ça peut être un peu, le processus peut paraître un peu stéréotypé, mais c'est une porte d'entrée hyper intéressante pour vraiment réfléchir sur soi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que là, tu disais aussi le côté que chacun peut trouver qu'est-ce qui résonne en chacun de nous selon ce que l'ami ou la personne va parler comme possibilité, en tout cas. Mais là, toi, tu as ouvert une porte par là et ça a décuplé plein de choses par la suite, en fait. Tu n'imaginais même pas, j'imagine, au début, où ça allait te mener en faisant ce stage d'1 semaine. Non, j'en avais aucune idée et et je pense que c'est ça qui est le plus beau, en fait, c'est que j'avais aucune attente. Et c'est ça, je pense que je recommande à tout le monde, c'est le fait de ne pas être dans une attente de résultat quand on fait quelque chose. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, mais il y a 2 semaines, quand j'ai fait une conférence au Salon Zen, sur la thématique, c'était « Oser vivre votre vie », j'ai parlé avec plusieurs personnes, et dont je me rappelle vraiment une personne, très sympa, mais qui en fait n'arrêtait pas il me reposait les mêmes questions, il m'écoutait pas et il me redisait à côté, hein, on échangeait tous les deux et vraiment il me disait mais toi t'as fait quoi, c'est quoi les outils que t'as fait pour arriver là, en fait comme si il voulait que je lui livre une sorte de recette et que je lui dise il faut que tu fasses ci et ça
et tu seras heureux. Alors bon, déjà, j'ai aucune prétention à donner les clés du bonheur, parce que je pense que chacun doit le trouver en soi, et surtout, en fait, la méthode que moi j'ai trouvée ne sera pas forcément la bonne pour lui. Et donc, et en plus, c'est marrant parce que je sentais qu'il me demandait ce que j'avais fait, mais en même temps, il m'écoutait pas, il notait de manière un peu, voilà, il était un peu stressé, il notait ce que je faisais, mais je pense que c'est pas du tout la bonne approche, quoi. Et voilà, ça on peut pas, en fait, on n'est pas des robots, on peut pas optimiser sa vie en se disant ok, bah alors telle personne a fait ça, donc si je fais la même chose, je vais atteindre le même niveau que lui. Non. Ouais. Là aujourd'hui, ta mission de vie, on est beaucoup plus dans l'échange, on est beaucoup plus dans justement le côté intuitif, le cœur, vouloir apporter au monde, hein, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Tout à fait. Et dans ton livre, je vais prendre un extrait qui m'a marqué au début. Je dois te le dire d'ailleurs, je ne l'ai pas fini. C'est-à-dire que je l'ai commencé et je l'ai pas fini. Et tu sais pourquoi ? Dis-moi. Bah, en fait, il est tellement avec des exercices pratiques qui nous met tellement être dans l'action qu'on peut pas le lire en 3 jours. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que je trouve passionnant cette idée de lire un livre, et c'est où tu le dis, hein, que tu voulais justement pas faire juste un livre où finalement on lit, c'est de la théorie, on repose dans la bibliothèque et on n'a rien appris. C'est vrai qu'avec le tien, on va rentrer sur des questions. Tu vois, il y a des questions sur lesquelles j'ai déjà répondu en vrai. Mais faire une mise à jour, ça fait du bien. Et je trouve vraiment plein de choses hyper intéressantes. Donc je l'ai pas encore fini, mais le début, notamment, j'ai adoré. J'ai trouvé pertinent. S'aligner avec son moi profond nécessite un travail introspectif long et tortueux. C'est pas rien quand même, hein. Cela nécessite du courage et de la volonté. Il est bien plus facile de suivre une voie balisée et de ne pas prendre de risques. Donc tu penses que c'est vraiment tortueux de comme ça, de faire un travail introspectif ? Ouais, j'en suis persuadé. En fait, à partir du moment où on fait un travail sur soi, on va aller déterrer des mécanismes de défense qu'on a mis en place, on va aller déterrer des masques, on va aller déterrer des traumatismes, et forcément, en fait, et puis la vie n'est pas linéaire, donc je trouve que ça va être, c'est forcément tortueux, sinueux, compliqué, et même pour aller plus loin, je pense que le fait d'être heureux n'est pas nécessairement quelque chose de confortable, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très important à dire, c'est que, en fait, c'est un travail au quotidien. Ça n'arrive pas, et c'est pas mon cas. Je suis pas Bouddha, j'ai pas atteint l'illumination. Je peux pas me dire que tous les matins, je me réveille dans un état d'ataraxie, de plénitude totale. C'est quelque chose que je dois aller. C'est même pas chercher, parce qu'en fait, justement, je pense qu'il faut aussi sortir de la dérive du développement personnel, de la recherche du bonheur. C'est en fait se dire quelles sont les choses qui me rendent heureux dans la vie et comment je peux les multiplier, comment je peux essayer de passer plus de temps avec les gens que j'aime, comment je peux essayer de mener des projets qui sont en adéquation avec la personne que je suis profondément, et évidemment que la vie fait que malheureusement peut-être que cette personne que j'aime profondément va mourir, va me quitter, peut-être que dans ce projet que je vais essayer de mener, enfin même pas peut-être, c'est sûr, va y avoir des moments où il y aura des ratés, où je me sentirai plus bactère, où j'aurai envie d'arrêter, mais voilà, faut essayer de se lever chaque matin en se disant que son rêve est plus grand que ses peurs. C'est là-dessus, tu vois, c'est un peu l'idée que certaines personnes ont, que tout est forcément d'une même seule face d'une pièce, comme si toute la vie pouvait être que dans le positif, ou tu sais, les pensées positives, faut penser positif, faut penser positif, comme s'il y avait que ça finalement dans la vie. Mais en fait, on peut pas penser positif s'il y a pas des pensées négatives, et s'il y a peut-être pas un juste milieu et une harmonie. Être heureux, c'est passer aussi par une phase de tristesse, et c'est accueillir ses émotions. Est-ce que les gens ne cherchent pas aujourd'hui, tu vois, comme la personne dont tu me parlais, à chercher la recette miracle, pensant qu'il y a quelque chose qui va te faire vivre une vie fantastique, et que tout sera parfait. Ce que tu dis bien là, c'est que en fait c'est comme des montagnes. Tu gravis des montagnes, tu redescends, c'est vallonné. Tout à fait, mais t'as complètement raison. En fait, c'est que finalement, quand on revient dans une recherche effrénée du bonheur, finalement, c'est la même recherche que le toujours plus d'une croissance économique. En fait, on est sur du toujours plus. Alors que la vie, c'est pas du toujours plus. C'est par définition, c'est d'écouter son cœur, d'ouvrir son cœur et d'aller vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui te rend vivant et d'oser suivre son intuition. Et donc, ouais, c'est un chemin et il y a aucune recette miracle en fait. En revanche, je suis persuadé, et c'est vraiment le but de mon livre, je suis persuadé qu'il y
il y a des clés et que quand on commence un travail d'introspection, globalement, la majorité des personnes se confrontent au même blocage et il y a des choses dont on doit se libérer, que ce soit le passé, des relations qui peuvent être nocives, que ce soit des peurs. Voilà, il y a des choses dont on doit se libérer et ça, je suis persuadé que tous les êtres humains, quand ils travaillent sur eux, passent par ces phases. Et c'est pour ça que mon livre, je le veux pas comme une espèce de roman où j'explique ce qu'il faut faire, mais comme juste un guide pratique. Ou un guide pratique. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plus de 50 exercices où en fait, si à un moment tu l'ouvres et tu te dis ok, moi aujourd'hui je me rends compte que je sais pas comment dire non, bam, il y a un chapitre là-dessus. Si dans un an tu te réveilles, tu te dis bah en fait j'ai toujours cru dans ma vie, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, que en fait je m'aimais profondément, que j'ai confiance en moi, mais en fait souvent il y a beaucoup de masques et un jour on peut se réveiller en se disant mais en fait je n'ai pas du tout confiance en moi, et bah il y a un chapitre là-dessus. Si on se dit je suis complètement dépendant de mon passé, je sens que le décès de mon père, j'ai pas réussi à passer outre, bam, il y a un chapitre là-dessus. Et voilà, c'est à chaque fois donner des exercices pour se remettre en chemin sur un bloqueur qui peut nous empêcher de nous aligner. Tu commences d'ailleurs le début, avant d'aller sur tous ces blocages, etc. Tu reprends la base. En fait, tu commences directement par qu'est-ce qu'une mission de vie. Et c'est assez intéressant parce que, tu vois, le mot mission de vie, je trouve qu'il est très, très souvent utilisé ces derniers temps. Ça veut tout et rien dire, comme si c'était le but ultime, encore une fois, comme si c'était vraiment ça. Voilà, faut atteindre sa mission de vie. Et tu vois, tu permets aussi de reprendre un peu de recul par rapport à ça. Et j'aime bien l'idée quand tu dis si le terme de mission de vie ne vous convient pas, vous pouvez l'appeler raison d'être, sens de la vie, vocation, raison de se lever le matin, moteur dans l'existence, feuille de route, boussole, ce qui me rend vivant. Et tu parles de l'ikigai, donc ce concept asiatique, japonais, hein, si je ne me trompe pas, ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. C'est intéressant parce que je pense que ça permet aussi aux personnes qui pourraient se mettre une pression. Parce que est-ce que la mission de vie, ça ne met pas une pression ? Comme si on ne la trouvait pas, et bien à ce moment-là, notre vie, elle est foirée. Tout à fait. Ça met une énorme pression, mais c'est aussi pour ça que je trouvais ça intéressant d'utiliser ce terme, parce que je savais qu'il créerait du débat. C'est que, et c'est ce que je dis dans mon livre en fait, déjà la mission de vie, elle n'est pas figée, elle évolue dans le temps en fait. Et on peut aussi, à aucun moment, je demande aux gens d'écrire leur mission de vie et de rester bloqué là-dessus. En revanche, ce que je demande aux gens, enfin je demande rien, mais ce que je conseille aux gens pour être heureux, c'est d'entamer un travail introspectif et de réfléchir à comment ils peuvent s'aligner avec ce qui les rend vivants, ce qui les rend heureux, et comment ils peuvent essayer de dépasser leurs peurs. C'est en s'alignant justement, en faisant face à ces peurs, qu'on arrive à trouver sa mission de vie. Parce que trouver sa mission de vie, à mon sens, c'est aller trouver ce qui nous fait vibrer et aller vers nos rêves en fait. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Aller vers ce qui nous fait vibrer en enlevant justement tout le politiquement correct, tout ce qu'on a appris ou dans l'environnement dans lequel on est né. C'est comme ça que tu la vois aussi ? Ouais, bah alors, moi, la mission de vie, de manière pratique, pour essayer de trouver une activité qui nous corresponde, je le vois comme un carrefour entre mes forces, mes passions et mes valeurs. Et donc voilà, je propose plusieurs exercices pour réfléchir comment on trouve ces trois composantes. Et ensuite, je pense que la mission de vie, elle est un peu au carrefour de ça. Et moi, j'ai la certitude en fait dans la vie que déjà, faut commencer quelque part. Donc par exemple, à un moment, je me suis dit je me rends compte que j'aime bien parler, j'aime bien négocier, je vais être commercial. Boum, je suis allé vers ce qui me faisait vibrer à ce moment-là. Et peu à peu, j'ai avancé sur mon chemin. Et je pense aussi que pour continuer à avancer, à évoluer vers qui on est profondément, il faut au quotidien oser dépasser certaines peurs et oser prendre des risques. En fait, moi je vois la vie comme une sorte de fil de funambule. Et non, peut-être pas de funambule, parce que dans ce cas, c'est-à-dire que si on tombe, on tombe. Donc je vois la vie comme un fil, ou comme il y a une sorte de route, et en permanence, de toute façon, la vie va nous déplacer, mais si on écoute son cœur, si on se fait confiance, la vie essaie toujours de nous ramener dans le chemin qui est bon pour nous. Et mais pour ça, faut accepter un moment de dépasser ses peurs et de se libérer de certaines choses, quoi. Parce que je pense on a souvent des croyances limitantes sur nous, sur notre vie, ou des schémas négatifs qu'on répète dans le temps qui nous empêchent d'avancer. Et je vais parler d'une citation qui me tient vraiment à cœur. C'est Robert Louis Stevenson qui en parle. Il dit: être ce que nous sommes
et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le seul but de la vie. Et ce que j'aime bien, c'est la double composante. C'est déjà être ce que nous sommes, c'est-à-dire au quotidien, oser être soi. Et c'est hyper dur en fait, parce qu'au quotidien, c'est dur de dire sa vérité dans tous les contextes, c'est dur d'assumer qui on est. Il y a plein de gens qui n'assument pas qui ils sont. Et ensuite, devenir ce que nous sommes capables de devenir, mais je trouve ça hyper beau en fait, parce que moi je suis persuadé qu'on a tous un moi en puissance. Pour moi, c'est le moi qui est déjà en nous, qu'on peut activer, mais pour l'activer, il faut oser toujours plus s'écouter, oser toujours plus se connaître, oser dépasser ses peurs. Et en fait, je sais pas où je peux aller, je sais pas ce que je peux faire, je sais pas où tu seras dans 10 ans, je sais pas où les personnes qui nous écoutent seront dans 10 ans, mais ma seule certitude, c'est que on a tous une espèce de moi en puissance, et on peut tous être destinés à aller quelque part si on se donne les moyens de vraiment de s'écouter et de suivre son cœur. Dans suivre son cœur, il y a écouter ses intuitions. Il me semble d'ailleurs que, si je me trompe pas, il y a une certaine spiritualité qui est venue chez toi aussi. Ça te permet de mieux t'écouter, justement, cette spiritualité? T'as fait des stages chamaniques ou autres? Ouais, j'ai fait plusieurs expériences spirituelles, je dirais. Ma première, ma porte d'entrée, ça a été la méditation, où j'ai fait une retraite Vipassana. Ouais. C'est en fait 10 jours de méditation où on médite 10 heures par jour. On n'a pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de parler, pas le droit de regarder les gens. Donc là déjà on fait un plongeon en soi. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ça a été hyper intéressant pour moi parce que ça m'a fait prendre conscience de certains mécanismes que j'avais. À ce moment-là, ça m'a fait prendre conscience surtout sur un sujet sur l'alcool où je me suis rendu compte que ça faisait des années que je répétais un schéma négatif qui fait que je me retrouvais en soirée et j'étais pas capable d'arrêter le verre de trop. Donc en fait, régulièrement, je me retrouvais à boire trop, je finissais souvent en blackout, donc je savais pas exactement ce que j'avais fait. Je me réveillais le matin dans une sensation de mal-être en me disant ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Forcément, au fil du temps, ta confiance en toi, elle s'amenuise, parce que quand t'as des parties de ta vie que t'as oubliées, et forcément, quand on est très bourré, on fait pas forcément tout le temps des choses très positives. Donc ça, en fait, ça a été un grand travail d'en prendre conscience. Et derrière, pendant 1 an, j'ai complètement arrêté l'alcool. Ah oui, radical. Complètement arrêté l'alcool. Ouais, je suis plutôt extrême. Et complètement arrêté l'alcool parce que je sentais que j'en avais besoin. Et maintenant, ouais, j'ai recommencé à avoir à reboire tous les soirs. À mettre des grands blackouts. Ça fait du bien. Non, en vrai, j'ai recommencé à boire normalement, mais plus à l'extrême. Plus à l'extrême. C'est comme si j'avais guéri quelque chose que j'arrivais pas à guérir vis-à-vis de ça. Après, j'ai pris conscience de beaucoup d'autres choses, mais pour ça a été assez intéressant et ouais, ça a été hyper intéressant pour ça. C'est intéressant aussi, enfin, tu vois, que t'aies fait Vipassana, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai voulu faire l'année dernière. J'ai été refusé dans 5 centres. Okay. Tu sais, il y a tellement de gens, en gros, qui veulent faire Vipassana que c'est par tirage au sort de mailing list. J'ai été refusé au Népal, en Finlande, en Allemagne, en France. J'ai tout fait pour pouvoir en faire une. Ça n'a pas fonctionné. J'ai fait une retraite silencieuse de 5 jours sur quelque chose qui était beaucoup plus cosy, entre guillemets, dans une ferme rénovée en montagne, et c'était génialissime. Et je sais que le silence, le rien faire, la connexion avec la nature, ça a été sûrement pour moi l'une des plus grosses, c'est là où j'ai le plus appris, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et mon meilleur pote, qui est énergéticien, vient de sortir d'un Vipassana il y a 1 semaine. Okay. Et c'est marrant parce qu'il l'a vécu totalement différent de toi. Et c'est ça qui est bien avec Vipassana, c'est de faire quelque chose et de voir qu'est-ce qui arrive finalement à soi. Et encore une fois, que chacun de nous avons des ressentis différents de toute façon selon les expériences. Et donc conseiller Vipassana, c'est uniquement si ça appelle la personne. C'est clair. Parce que si vite, une personne va péter un câble à 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. Enfin, tu vois, t'étais à l'extrême là aussi. Complètement. Mais la Vipassana, c'est très extrême. Et à aucun moment, je peux dire à quelqu'un, vas-y. En fait, c'est comme tout dans la vie. Je pense que si là, je te parle de Vipassana et il y a un truc qui vibre en toi, tu sens que c'est fait pour toi, faut y aller. Mais tu vois, mon ancienne compagne, elle a fait sa première retraite Vipassana, je crois en 2015 ou 2016, au moment où on commençait à sortir ensemble. Et elle m'en avait parlé. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'écoutais même pas et ça résonnait pas du tout pour moi.
Et pourtant, 5 ans après, je l'ai fait, tu vois. Et comme quoi, ça sert à rien de forcer les choses, parce que si on fait quelque chose au moment où on n'est pas prêt, on va juste se dégoûter. Oui, bah là, c'est... Oui, ouais, non, totalement. Ça me fait vraiment... Enfin, moi, quand je repense à ce qui m'était arrivé, c'est que Vipassana, c'était pas le bon moment. Moi, là, c'était la vie qui me disait, c'est pas le bon moment, et va faire autrement. Et puis, finalement, les personnes que j'ai rencontrées dans l'autre retraite, ça m'a apporté des liens que j'imaginais pas. Enfin, la vie t'ouvre les portes quand elles doivent être ouvertes. Hein. Enfin, j'ai le sentiment. Toi, alors c'est marrant. Enfin, c'est marrant. J'ai fait ta numérologie tout à l'heure. Alors je sais, c'est vrai que tu as essayé quand même pas mal de choses. C'est vrai que tu as fait Vipassana, tu as fait pas mal de travaux, de travail, un travail d'introspection en tout cas. Tu connaissais déjà un peu la numérologie et c'est fou parce que quand je t'écoute depuis tout à l'heure, je me rends compte à quel point c'est assez juste. Parce que ce que tu te souvenais d'ailleurs quand on en discutait, le chiffromètre, le numéro 11 qui est là, qui te positionne en tout cas comme un super accompagnant. Un super accompagnant avec même un côté maternel. Savoir accompagner et apporter ta collaboration, que ce soit auprès des gens, des projets et de tout ce que tu vas créer dans ta vie. Et depuis que tu as en tout cas pris ce nouveau chemin où tu as différents projets, j'ai le sentiment, dis-moi si je me trompe, que tu es dans ce côté accompagnement en tout cas. Avec, et le fait d'avoir un nombre maître, tu as une réelle intuition qui est là. Ressentir les gens, les situations. Et en fait, t'es un surefficient du cerveau droit. Et c'est marrant parce que quand t'étais à l'adolescence, il semble que t'étais très cerveau gauche, t'étais dans le faire, dans l'action, et tu n'écoutais pas tes intuitions et tes sentiments. C'est clair. Ce que t'as reharmonisé en tout cas aujourd'hui. Ça, c'est ton triangle fondamental qui, avec 3 chiffres, tu as le 5 où tu es dans l'adaptation, l'indépendance fait pour le mouvement, la variété, la liberté d'action. Tu peux t'ennuyer très vite, tu as un besoin de changement. C'est clair. Bon, j'ai l'impression aussi qu'on est assez juste, tout à fait, parce qu'en étant comédien, en étant coach de prise de parole, en ayant écrit un livre, tu multiplies en tout cas les activités. Donc là, tu sembles être assez juste dans ton triangle fondamental. Et le chiffre 9 qui termine, où là, tu es plus sur la colonne vertébrale de ce qui, de ta vie, c'est ceux qui rassemblent, qui portés vers l'international même, donc vers le national et l'international, comprendre la planète au sens large, une dimension humaine et collective. On est vraiment sur la compréhension du monde, de comment ça fonctionne et dans les changements de pensée. Bon, là, pareil, j'ai l'impression que depuis qu'on parle, ça semble assez juste. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est hyper intéressant. Merci déjà d'avoir pris le temps de faire de tirer mes noms avec la numérologie. C'est intéressant. Et non, c'est tout ce que tu dis, ça sonne juste pour moi. Ça résonne beaucoup. Et c'est marrant le côté international, parce qu'on en a pas du tout parlé, mais j'ai quand même vécu plusieurs expériences à l'étranger. Et donc en effet le côté international me plaît, mais même j'en parlais avec une amie à midi, en fait ce côté pour moi il y a un côté en fait humaniste que je sens que j'ai en moi et en tout cas que j'ai envie de défendre, c'est de se dire et j'en suis vraiment convaincu. Et si on me demande par exemple qu'est-ce qui te révolte le plus, moi je te dirais que ce qui va me le plus révolter c'est des personnes qui parce qu'elles sont nées dans un certain confort, dans un certain monde, vont décider qu'elles valent plus que d'autres, tu vois. Par exemple, tu me mets une photo pas d'Américains à la frontière qui tirent sur des Mexicains, en fait, vraiment, je pense, c'est la chose qui me choque le plus au monde, en fait. J'ai du mal, je comprends pas comment une personne, à un instant T, peut croire qu'elle est au-dessus d'une autre, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment important. Et donc, je sais pas encore. Je pense qu'il y a forcément un moment dans ma vie, je sais pas comment je le mettrai en place, mais j'aimerais aussi œuvrer en ce sens-là, quoi. T'as un cycle entre 26 et 34 ans. Donc là, t'as 30 ans. Et le cycle que tu vis actuellement, c'est aider les tiers, la société à progresser à son évolution. Et expulser même un trop-plein d'énergie en faisant du sport ou de la méditation. Bon, ça c'est un cycle assez rapide, je te fais un résumé, sans quoi ça prendrait beaucoup plus de temps, mais potentiellement à 34 ans, tu vas changer de cycle. Est-ce que toi, tu as une vision sur ta vie, justement, sur ce que tu veux devenir, sur qui tu veux être ? C'est intéressant.
je pense que c'est impossible de savoir ce que je vais faire de ma vie quand je vois à quel point ma vie a évolué dernièrement. Mais si on me demande à l'instant T ce que j'aimerais faire de mes 10 prochaines années, je prends beaucoup de plaisir à défendre voilà, les idéaux dont je parle dans mon livre. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus dans le futur. J'aimerais bien faire de plus en plus de conférences sur ces sujets-là, sur comment je peux donner des clés aux gens pour les aider à se connecter plus à leur cœur. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Tu parles, excuse-moi de te couper, mais tu parles beaucoup de la reconnexion au cœur. Il y a quelque chose qui dans ta vie qui t'a touché énormément pour que, à un moment donné, tu bloques tes émotions et qu'aujourd'hui ce soit si important pour toi? C'est une question intéressante. J'arrive pas à savoir, mais si, je pense que ça vient de là. Quand j'avais 18 ans, ma première copine est décédée d'un accident de scooter. Et ouais, même c'est sûr, ça a été... j'ai vécu d'autres... c'est terrible à 18 ans. C'est terrible. Enfin, c'est terrible à n'importe quel âge d'ailleurs. Ouais, à n'importe quel âge, mais... T'as vécu jeune la perte de quelqu'un en fait. Ouais, et de l'être où sur le moment j'étais persuadé de faire ma vie avec elle. Donc ça a été un gros traumatisme, et surtout j'ai eu ce moment pendant des années où je voulais pas du tout qu'on me plaigne. En fait je me rappelle que je voulais donner l'image de quelqu'un de fort, et à ce moment-là je me souviens très très fort quand les gens essayaient les gens étaient, pendant les premiers mois, les gens sont gentils avec toi, essayent de prendre soin de toi, et je me disais, je veux pas qu'on me plaigne. C'est ce qui revenait, je veux pas qu'on me plaigne. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On porte un masque? Complètement. Et je pense que ce masque, je l'ai porté pendant des années. Ça fait que quelques mois que j'ai accepté de me reconnecter à mes émotions, et aussi pour ça que je pense que le concept de douceur, je l'aime beaucoup. À me dire, ok, en fait, je suis fondamentalement quelqu'un de doux, de sensible. C'est ce que j'ai envie d'apporter au monde, cette douceur. Et surtout, j'ai le droit d'accepter qu'il y a des moments de ma vie où je suis pas bien, où je suis triste. Et je pense aussi qu'on peut être très aligné. Tu vois, dernièrement, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été très aligné, mais où j'étais très triste pour des raisons personnelles, tu vois. Et ça a été la première fois de ma vie où j'ai accepté que j'avais le droit de pleurer régulièrement, d'être plus bactère. J'ai accepté de dire à mes proches que j'étais pas bien, que j'avais besoin d'aide. Et ça aurait été impensable il y a 10, il y a 15 ans, ou même il y a 3-4 ans, quoi. Est-ce que c'est pas accepter sa vulnérabilité? Complètement. Accepter sa vulnérabilité, et ce qui est intéressant, c'est que une des définitions du métier d'acteur, c'est montrer sa vulnérabilité en public. Et je pense que c'est aussi pour ça que le métier de comédien m'attire tant, parce qu'il y a une forme de... Je touche à un monde où en fait, le fait d'être vulnérable en public, on me dit c'est bien. En fait, on m'encourage à être vulnérable en public, et c'est ça qui fait que je suis un bon acteur si je le fais. Et en fait, j'ai tellement pas accepté ma vulnérabilité, j'ai tellement eu peur de montrer mes émotions, j'ai tellement eu peur de me montrer profondément en public, que le fait de se reconnecter, je pense que j'ai un besoin de me reconnecter à ça et de faire un métier où j'ouvre profondément mon cœur, quoi. C'était important pour toi d'aller retravailler sur ton passé? Est-ce que tu avais pu justement vivre et dépasser pour aujourd'hui être beaucoup plus apaisé? Pour toi, c'est un travail essentiel? Ouais, je pense que c'est essentiel. J'ai eu d'autres traumatismes dans ma vie, et je suis persuadé que le fait de travailler sur son passé, c'est essentiel, parce que en fonction de ce qu'on a vécu, il y a des gens qui vont connaître des décès, d'autres qui vont, connaître des violences sexuelles, physiques. En fait, forcément, ça a un impact dans notre vie. Une femme qui, quand elle était enfant, a été abusée par un homme, a été violée, mais forcément, si elle ne travaille pas dessus pour se libérer de ce traumatisme, forcément son rapport aux hommes va être beaucoup plus compliqué, son rapport à l'amour, et c'est le cas dans tous les traumatismes qu'on vit, en fait. Si jamais on se guérit pas, c'est compliqué. Après, ça peut prendre beaucoup d'années, quoi. Moi, je me rends compte que certains traumatismes, j'ai mis
j'ai mis parfois plus de 10 ans à oser les affronter, et parce que c'est dur en fait. En fait c'est pas facile une fois qu'on a dit à quelqu'un faut que tu t'occupes des traumatismes, bah, on a peur en fait. Quand on a été tellement choqué, traumatisé, qu'on a tellement été triste mais sans le sortir, bah c'est terrorisant de se dire ok, bah maintenant je vais le sortir et qu'est-ce qui va se passer. Et c'est pour ça que moi j'ai eu une période où en fait je pensais pas que j'allais être confronté à de telles vagues de tristesse, parce qu'en fait quand on refoule des sentiments pendant des années, au moment où ça sort, plus on l'attend, plus c'est violent. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de le faire le plus tôt possible, parce que ouais, déjà que c'est violent, c'est violent. On parle souvent, tu sais, quand il y a des choses négatives qui arrivent dans notre vie, voire des drames, on va parler, mais tu sais, il y a un cadeau caché. Ouais. Comment tu appréhendes les cadeaux cachés de la vie, quand justement il y a eu peut-être des choses beaucoup plus graves, ou même dernièrement où tu sais qu'il y a eu peut-être des phases moins bonnes? On les voit tout de suite, ces cadeaux, on les voit pas? C'est quoi ton approche par rapport à ça? Oui, c'est vrai qu'il y a souvent on se dit quel est le cadeau dans ça. Moi j'essaie de prendre un peu dans le sens inverse, de me dire en fait le fait d'avoir vécu dans ma vie certains décès de personnes très proches, et où on se dit que c'est inimaginable, en fait ça m'a fait prendre conscience presque de la beauté de la vie, et du fait de la chance que j'avais d'avoir certains membres de ma famille ou de mes proches qui étaient en vie et que je pouvais en profiter. Et donc ça m'a fait plus prendre conscience du fait que la vie est fragile par définition, que à la fois j'ai intérêt à faire ce que j'ai envie de faire maintenant, parce que si je meurs dans 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait je sais pas quand je vais mourir, donc j'ai intérêt à cheminer maintenant. Et de la même manière, je sais pas en fait quand mon père, ma mère, ma sœur va mourir. Et ouais, en fait ça me briserait le cœur de me dire que j'ai pas profité de cette personne suffisamment, j'ai pas été assez doux avec elle, que j'ai pas été assez là pour elle. Et c'est presque plus en fait prendre conscience de l'impermanence de la vie. Et t'as dû apprendre ça à Vipassana, non? Exactement. On en parle beaucoup, il me semble. L'impermanence, mais c'est très vrai en fait. C'est que oui. Ouais. En fait, rien n'est acquis dans aucun domaine, quoi. Je pense que c'est peut-être le seul. En fait, personne ne peut dire qu'il sait quelque chose dans le fond sur la vie, ou c'est un peu le je sais que je ne sais rien socratien. Je pense qu'il est très vrai. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est profiter de nos proches, honorer nos projets à l'instant T, et prendre conscience qu'on a de la chance, mais se dire que peut-être qu'aujourd'hui on est au sommet dans tel domaine, que demain on sera plus bactère, et tout ce qu'on peut faire, c'est avoir une confiance dans la vie. Pourquoi tu penses que les gens ne passent pas à l'action quand on sait justement que la vie n'est pas illimitée, qu'on a un ticket de vie qui nous est donné quand on arrive sur Terre, mais que ce ticket peut disparaître du jour au lendemain, que voilà, on a une famille, qu'on a des projets, etc., qu'on a potentiellement des rêves, qu'on peut faire tellement de choses dans notre vie? Pourquoi les gens ne le font pas? Je pense que le problème principal, c'est vraiment la peur. De quoi? Il y a beaucoup de peur, mais ça peut être la peur du regard des autres, la peur de ce que les autres vont penser, ça peut être la peur du jugement, ça peut être la peur du manque d'argent, très souvent dans un projet entrepreneurial, ça peut être la peur du changement, de se dire ok, en fait, très souvent les gens sont pas vraiment heureux, mais vont se contenter d'une vie que je qualifierais, je veux blesser personne, mais de médiocre, parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Et donc, finalement, c'est un peu toujours la même chose. Tu sais, il y a plein de citations en mode ah, mais attention, là tu changes, mais tu sais pas qui tu vas récupérer. Donc en fait, c'est un peu, pour moi, c'est la vie de l'assurance en fait. Tu vois, c'est le principe même d'une assurance. Quand on pense, le principe de l'assurance est lunaire en fait. Enfin, on est dans une vie de l'assurance. Tu vois. Je te parlais juste de Ben Never juste avant. Ouais. Il a dit dans une interview, si tu veux une assurance, achète un grippin à Darty. Voilà, mais en fait, moi je trouve que c'est fou dans un monde de l'assurance où on se prémunit en permanence de tous les risques possibles, et c'est comme ça juste qu'on fige notre vie en fait. On peut pas tout prévoir dans la vie en fait, c'est impossible, et de toute façon c'est toujours pareil, c'est ce qu'on n'a pas prévu qui va arriver, et c'est dur de l'accepter, hein. Et moi j'ai beaucoup de mal à l'accepter, mais
force est de constater que les plus belles choses, comme les choses les plus tristes qui me sont arrivées au cours des 31 bientôt dernières années, je n'avais rien prévu. Donc j'essaye juste de... C'est pour ça que la mission de vie me plaît, parce qu'en fait c'est une boussole. Je sais la direction vers laquelle j'ai envie d'aller, j'essaye de mettre des actions pour aller vers là, mais en chemin je sais pas ce qui va se passer. Et tout ce que je sais que je peux faire dans ma vie, c'est essayer d'être doux et de profiter de mes proches, et d'honorer mes rêves et d'honorer mes projets. C'est les 2 seules choses que j'essaye de faire dans ma vie. J'ai une question qui n'est pas de moi. C'est la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline, qui est Tata Jacqueline? Tata Jacqueline, tu vois, c'est un peu la tata qui a comment on va dire ça? Elle a ses croyances limitantes. Elle a sa petite vie, et du coup, là, quand je lui ai dit que je te recevais, elle a regardé qui tu étais, etc., etc. Et elle m'a laissé un petit message. Elle m'a dit, mais ok, il est bien gentil, mais en gros, moi, j'ai ma mission de vie, selon Tata Jacqueline, c'est avoir plein d'argent, c'est aller au soleil, se dorer la pilule, et que finalement, elle voit pas quelle peut être sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est d'être en vacances tout le temps, et si elle pouvait gagner au loto, ça l'arrangerait. Parce que finalement elle voit pas qu'est-ce qu'elle a apporté au monde. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à Tata Jacqueline qui veut gagner au loto? Déjà un grand merci à Tata Jacqueline pour sa question. Et ce que je veux répondre, mais c'est intéressant sur le loto, parce qu'il y a une étude qui a été faite qui a montré justement que les personnes qui gagnent au loto, en fait au bout de quelques années, leur niveau de bonheur revient, même au bout de quelques mois, leur niveau de bonheur revient exactement au même stade, et se remettent en fait dans les mêmes mécanismes. Ce qui fait qu'au final, c'est un fait quand même qui est acquis, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc après, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est quand même très pour des millions de personnes, voire des milliards de personnes qui manquent de moyens, qui mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de toit et donc qui n'ont pas d'argent dans le monde, évidemment qu'en fait on a besoin d'un minimum d'argent pour vivre. Sauf que, en fait, une fois qu'on a un minimum, à partir d'un certain montant, le fait de gagner plus ne nous rend pas plus heureux. Et Tata Jacqueline, je suis persuadé qu'elle ne peut pas passer sa vie en vacances, parce qu'en fait quand on passe sa vie en vacances, un moment juste on en a marre, on a envie de retravailler, on a envie de mener des projets, tout le monde est pareil en fait. Je pense que j'ai souvent parfois j'ai cette discussion avec certains amis qui justement vont être dans cette logique de vivement les vacances. Ils rentrent de leur jour de vacances le 2 septembre, c'est plus que 60 jours avant mes vacances. Mais en fait, ça, c'est hyper triste comme mentalité, parce que c'est la mentalité de plein de gens. C'est de se dire, j'attends les vacances, j'attends mes 6 semaines de congés payés par an. Alors qu'en fait, si tu fais un travail que t'aimes, une activité que t'aimes dans ta vie, juste, t'as pas besoin d'attendre les vacances, parce que juste ta vie est un bonheur, et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Comme si tu vivais à côté de ta vie, finalement. Exactement. En fait, c'est-à-dire que tu vis à côté de ta vie, et 6 semaines par an, c'est la fête, quoi. T'es au Club Med, tu prends des mojitos et puis t'oublies que ton travail ne te plaît pas, et puis tu retournes en te disant vivement les vacances. Mais honnêtement, c'est pas une vie souhaitable, c'est une vie de hamster, c'est hyper triste. La fameuse rat race qui revient. On est reparti. Une dernière petite question, qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand? Je vais te donner 2 réponses. Je vais te dire la première réponse. Je vais un peu décaler ta question. Si tu me dis ce qui m'a rendu le plus fier dans ma vie à l'heure actuelle, c'est d'écrire ce livre, Déchaînez-vous. Ouais. Parce que je pense que j'avais des convictions que j'avais envie de partager au monde, et le fait d'avoir passé une année pour l'écrire, mettre plein de projets en parallèle, et vraiment de me reconnecter à mon cœur, ça a été quelque chose de fort. Et je me dis depuis quelques mois que si je dois mourir demain, en tout cas, c'est la chose que je laisserai au monde dont je serai le plus fier. Après, ce que j'ai osé de plus fou, j'aime bien moi me faire des petits défis dans la vie. Donc il y a je t'en ai déjà parlé, il y a quelques mois, j'ai fait une soirée culottée à Marseille, et je me suis j'avais un défi, c'était de me faire inviter à prendre un verre chez des gens dans la rue, quoi. Enfin chez des gens random que je connaissais pas. Et donc moi j'habite à Marseille, je me suis un peu baladé. Faut oser un truc comme ça. Faut oser. En gros ça consiste vraiment à
je sonnais chez les gens. Il était 21h30 un mercredi soir et je leur expliquais, voilà, j'ai un défi ce soir, c'est de prendre un verre, enfin d'être invité à boire un verre chez quelqu'un. Si vous voulez, vous pouvez sortir votre tête par la fenêtre. Vous allez voir avec mon physique que j'ai pas une tête de psychopathe, bon, même si après on sait jamais. Ouais. Donc voilà, si vous voulez, regardez-moi par la fenêtre et puis dites-moi si vous m'invitez. Et assez rapidement, il y a une personne qui m'a gentiment invité à venir chez lui. Et en plus, il était en soirée avec des potes. Donc j'ai passé 2-3 heures chez lui avec 20 personnes, quoi. Et c'était franchement, rétrospectivement, c'est un des moments les plus fous de ma vie, parce que c'est complètement pas calculé et c'est ça qui est génial en fait. Je trouve que c'est un peu les moments de grâce où on se retrouve, on croise quelqu'un qui nous dit mais viens, là j'ai une soirée, et puis bam, en fait on se retrouve, on rentre chez soi à 6h du matin, on a fait 4 soirées, on a rencontré des gens et c'est un peu ça qui est beau dans la vie, quoi. C'est le risque à vouloir tout contrôler, c'est de vivre une vie qui soit figée et qui soit prévisible. Et j'ai la sensation que quand on se connecte à son cœur, on se retrouve à parfois faire des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Voilà, là on se retrouve tous les deux à échanger et voilà, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et c'est ça qui est beau. Ça peut même aller plus loin, ça peut être des gens qu'on rencontre qui changent notre vie, on sait pas en fait à quel moment il peut se passer quelque chose, une rencontre, un projet ou autre, qui fait que c'est justement en s'écoutant, en allant vers qui on est et en sortant des sentiers battus, en osant et en sortant de notre zone de confort, que les plus beaux cadeaux se trouvent des fois. Ça, J'en suis persuadé, c'est clair. Et surtout, typiquement, ce livre que j'ai écrit, à aucun moment de ma vie je m'étais dit que j'allais écrire un livre. Et juste, j'ai fait une méditation, j'ai eu cette intuition, j'ai donné une conférence sur ce thème dans une école. Et je me suis dit, ok, je l'écris, c'est parti. Justement, par rapport à ça, là, tu dis, je fais une méditation, j'ai eu l'intuition dans ton livre qui est très terre à terre, parce que c'est vrai que je peux vraiment le dire, même je l'ai pas fini, mais en faisant les exercices, on apprend beaucoup sur soi, ses forces, ses valeurs, déjà tout le b.a.-ba, et tu traites un nombre de sujets incroyables dans ce livre. Enfin, franchement, je me dis, celui qui lit le livre et qui fait tous les exercices, il aura bien avancé sur sa vie, ça c'est clair. Et justement, tu vas même assez loin, parce qu'il y a un passage sur les guides. Donc il y a des choses très terre à terre qui sont vraiment les projets, la productivité, le temps, donc des choses presque classiques du cerveau gauche. Et puis il y a certains, puisque tu fais partie, selon la numérologie, tu as un cerveau droit développé, et tu as accepter cette partie-là et tu parles de guide. Qu'est-ce que tu penses justement quand tu parles d'intuition, et là moi je te parle de guide, ça t'évoque quoi? Alors les guides, moi je le vois comme des personnes qui, vivantes ou décédées, vont œuvrer pour notre bien, et en fait sont des personnes qui à un certain moment de notre vie vont nous tendre la main quand on aura besoin, et si on les écoute, souvent c'est le point de départ de choses qui sont magnifiques. Et donc bon, les personnes décédées, je vais pas en parler, mais je reste persuadé qu'on a tous des guides, des anges gardiens, on les appelle comme on veut, qui en fait nous veulent notre bien et nous guident. C'est l'intuition justement, parce que nous guident. Comment ils nous guident? Ouais, en effet, je pense que c'est en fait, si je le pousse, le côté de l'intuition, pour moi l'intuition c'est la voix du cœur, et la voix du cœur, quand j'y pense, il y a un côté divin en fait. Le côté divin au sens spirituel, quoi. Le côté en fait on a souvent l'impression qu'on est incomplet. Moi je pense au contraire qu'on est profondément complet. Je pense qu'on a tous une part de divin en nous, et cette part de divin elle s'exerce dans notre cœur. Et donc en fait l'intuition c'est déjà comment on la développe, ça peut être à travers, t'en as parlé, de passer du temps seul, de passer du temps dans la nature, de méditer, et c'est en fait des choses qui à un moment s'imposent à nous. Et on se dit ok, c'est une évidence, il faut que je fasse ça, et en effet c'est à chaque fois la bonne réponse. Et ça, l'intuition, elle vient, je pense qu'elle vient de nous. Peut-être qu'à un moment, il y a plein de gens qui disent il y a plein de récits de gens qui vont dire mon grand-père est décédé je sais pas, il y a un mois, et j'étais très malheureux pour telle chose dans ma vie, je lui ai posé une question et bam, il m'a envoyé tel signe. Moi je crois de plus en plus à ça m'arrive rarement, et parfois de poser des questions un peu à l'univers et
d'attendre, de voir, ok, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que va y avoir une synchronicité, ou est-ce que d'une manière ou d'une autre quelqu'un va me répondre. Et là je me rends compte que plus je le fais, plus ça arrive. Et après, pour parler plus des guides si tu veux terrestres, des guides vivants, je suis persuadé qu'il y a des personnes dans notre entourage avec qui il y a une connexion. Ça peut être des gens de la famille, ça peut être des amis, il y a une sorte de connexion. Moi je crois au fait qu'il y a des gens qu'on fréquente avec qui parfois on dit j'ai l'impression de te connaître. Mais moi je pense profondément que peut-être que certains de nos amis, certains membres de notre famille, on les a rencontrés dans d'autres vies et on les recroisera dans d'autres vies. Et parfois on peut pas l'expliquer. Pourquoi on sent un lien tellement fort avec une personne, et il y a des gens qui vont changer notre vie, qui vont façonner notre vie. Et quand je parle dans l'exercice des guides dans ma vie, moi voilà, il y a quelques personnes que j'aime profondément et où j'ai eu l'impression à des moments de ma vie qui m'ont conseillé des choses qui ont été vraiment bonnes pour moi. Et c'est pour ça que je dis, soyez à l'écoute des gens autour de vous quand vous sentez quand ça résonne. Par exemple, quand j'étais en classe préparatoire, que j'étais hyper anxieux, ma maman m'a dit j'ai appelé plusieurs sophrologues, voilà, j'ai trouvé cette dame prête à classe prépa, va voir quoi. Et bon, j'y suis allé, ça m'a beaucoup aidé, j'ai passé 3 ans à la voir. En plus bon, j'ai connu ce décès entre temps, donc ça m'a aidé. Et par exemple la communication non violente, c'est mon frère qui m'en a parlé. Enfin tu vois, moi je suis persuadé qu'il y a des moments, il y a des gens autour de nous qui en fait peuvent ouvrir des portes. Et c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe autour de nous. Ah ouais, je crois que t'allais enchaîner. Oui, mais en fait, c'est parce que dans tout ce que tu dis, c'est il y a toujours l'écoute de soi qui revient. En tout cas, parce que même quand tu t'es reconnecté à tes émotions, on est dans l'écoute de soi. Et j'imagine du coup que trouver enfin c'est même pas j'imagine, je le sais. Enfin moi je le vois comme ça. La mission de vie, c'est l'écoute de soi. Tout est relié à soi. Plutôt que d'aller tout chercher à l'extérieur, comme si justement l'extérieur était une formule magique. Et je reprends l'exemple que tu disais du mec qui te demandait mais qu'est-ce que t'as fait, comme s'il avait besoin de se nourrir de l'extérieur pour aller trouver ce qui manque en lui. Et je pense que j'allais dire les gens, mais je suis également très bon à ça. Quand des fois je ne trouve pas la réponse au fond de moi ou que je ne prends pas le temps, et ben je vais aller chercher à l'extérieur. Et après tout est bon, et ne pas tomber peut-être dans le côté où on va trop chercher, mais dans l'extrême de tout le temps chercher à l'extérieur. Peut-être un juste milieu, se faire aider, mais pas trop. Apprendre à s'écouter. Enfin, tu vois, c'est harmoniser. Encore une fois, il y a deux faces sur une pièce. Ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est le fait d'être guidé. Pour moi, je pense que c'est fondamental d'être guidé. Mais quand tu penses, un guide, à aucun moment n'est censé te donner des conseils. Et quand tu penses au travail en psychologie, tout part de toi. Et un bon psychologue ne va jamais te donner de conseils. Et le moment où quelqu'un te donne des conseils, même la magie se brise. Moi, je me rappelle que j'avais vu une hypnothérapeute. C'était il y a quelques années, j'étais pas bien dans ma vie, j'avais plein de problématiques, j'avais un peu les fesses entre deux chaises. Et à un moment, donc je parle et tout, et à un moment elle me dit mais pourquoi vous faites pas des enfants ? Pourquoi vous faites pas un enfant ? Et en fait, ça a vraiment ça a tout brisé, donc j'ai arrêté d'aller la voir parce que en fait c'était complètement ça n'avait aucun sens en fait, c'était pas du tout la solution et c'est vraiment je pense ça vient d'un conseil qui lui est très personnel. Exactement, en fait elle plaque sa réalité en disant que c'est une bonne solution. J'ai pas d'enfant. Oui, donc tu sais pas ce que c'est d'avoir des enfants, enfin t'as peut-être pas envie d'avoir des enfants. Et c'est ça en fait, et c'est un peu le problème quand moi je pense que quand on a une décision à prendre, il faut pas demander de conseils aux gens en fait. On est la seule personne qui sait ce qu'on a profondément envie de faire. En revanche, échanger, moi par exemple, c'est ce que je sais pas, quand je parle avec ma petite sœur ou des personnes qui me posé des questions sur qu'est-ce que je dois faire, en fait je sais pas ce que tu dois faire. Toi tu sais ce que tu dois faire. En revanche, avec grand plaisir pour t'écouter, pour que tu m'expliques les problématiques, et je suis sûr que si on échange et que je t'écoute vraiment, toi-même tu vas avoir la réponse. Et c'est le principe de la psychologie en fait, c'est que même si c'est quelqu'un qui fait miroir de soi, mais même si on veut le pousser tout seul, bon c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de réponse, mais si on s'enregistre et qu'on parle sur un sujet, en fait dans notre manière de parler on a toujours les réponses. Et quand souvent parfois ça t'arrive, c'est t'écoutes un ami et en fait toi tu comprends ce qu'il veut faire, tu sais ce qu'il doit faire, mais lui il a pas encore compris, tu vois. Et pourtant c'est très clair quoi. Par exemple, je sais pas, il parle de la fin de sa relation amoureuse avec quelqu'un, en fait t'as compris que c'était fini, qu'il voulait se séparer de cette personne,
Mais lui, pourtant il le dit, mais il a besoin de parler, il a besoin encore de processer, quoi. En fait, on dit tout, quoi, et on sait tout. Parce qu'on essaie de se rassurer avec le mental, j'imagine. Encore une fois, quand je dis on, je dis je. Bien sûr. Voilà, je pense qu'on a fait déjà le tour de pas mal de sujets. Je sais qu'on pourrait parler des heures parce que, encore une fois, hein, ne serait-ce que de tout ce que t'as entrepris, ce que tu vis, tes expériences, tu vois, j'aurais tellement envie qu'on parle davantage de peut-être de chamanisme ou autre, de spiritualité, même dans tout ce que tu expliques. Enfin, franchement, je redis, hein, déchaînez-vous, Aubry Mispollet, je me trompe pas sur le Mispollet, hein, comme ça se prononce. N'hésitez pas, hein, à ceux qui nous écoutent, à prendre le livre parce que y a tellement de sujets que tu traites dedans, c'est varié et c'est ce que j'aime dans ta personnalité, c'est qu'on a quelque chose de très ancré dans le sol, dans le concret, dans la vie, parce que la vie est là, faut vivre, faut manger, on a 24 heures dans une journée et en même temps t'amènes les gens à aller sur qu'est-ce qui les fait vibrer et à un côté plus spirituel aussi. Et j'aime cette roue qui englobe vraiment toutes les facettes de la vie, hein, tout simplement. Merci Nico, c'est sympa. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir. Quel mot tu voudrais passer aux personnes qui sont là après 1 heure d'écoute? C'est quoi le petit conseil que tu voudrais leur donner si tu avais un conseil, une chose qu'ils doivent retenir et à mettre en place? Ouais, mon conseil principal, c'est vraiment de se dire qu'on a toutes les réponses en nous et je suis persuadé que ça vaut vraiment le coup de développer son intuition. Et donc de trouver des activités qui vont nous mettre dans un état un peu méditatif, de passer plus de temps seul, d'aller dans la nature, d'écouter de la musique, d'arriver à certains moments à se couper du monde qui va à 100 à l'heure, et même parfois peut-être de juste prendre 5 minutes dans sa journée, de couper son ordinateur, de couper ses notifications, et de se dire ok, comment je me sens, et juste de rien attendre, quoi, d'attendre et d'être en échange avec son cœur. Très bien. Écoutez, il vous reste plus qu'à quitter ce podcast et aller vous poser pour 10 minutes de méditation ou marcher dans la nature. Et puis, écoutez-vous. Osez vous écouter. Je pense que ça clôture bien cet épisode. Merci Aubry. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. La meilleure façon de faire vivre ce podcast est vraiment, n'hésite pas, c'est laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et partage l'épisode si tu penses que ça peut inspirer quelqu'un de ton entourage. En tout cas, je te dis à très bientôt. Tu as toutes les news également sur mon Instagram, Osez by Nico, donc tu n'hésites pas. Et oui, à bientôt au prochain épisode. Salut!